Jeune Présente, donc je suis Louise Andrieux, donc je travaille donc pour Educarté sur le développement des usages et tout ce qui concerne l'accompagnement pédagogique. Et donc on a lancé donc au mois de juin ce format masterclass pour que les enseignants abonnés à Educarté puissent vraiment avoir une expérience enrichissante avec des intervenants qui sont liés au contenu qu'ils utilisent sur la plateforme. Donc ça peut être des réalisateurs, des réalisatrices, des historiens, des artistes, des experts, des producteurs, des productrices. En tout cas, des personnes qui ont travaillé la matière, les contenus, et qui sont enclines à discuter de leurs usages pédagogiques avec les enseignants. Et donc, l'objectif vraiment, en fait, c'est d'inspirer les profs qui utilisent Educarté et de leur donner des clés les plus concrètes possibles de l'usage des contenus. Donc aujourd'hui, donc je suis ravie d'accueillir Ruth Zilberman à cette masterclass qui nous fait l'honneur d'avoir donc accepté cette invitation. Donc merci beaucoup Ruth d'avoir accepté. Je vais vous laisser ensuite parler. Je vais vous poser donc quelques questions et puis ensuite on échangera vraiment avec les enseignants présents et présentes. Juste un petit détail technique. Donc vous pouvez tous interagir sur le chat tout au long de la session. Vous n'allez pas pouvoir, a priori, ouvrir votre micro. On verra pendant la session de questions-réponses si ça fonctionne bien par le chat. Sinon, vous pouvez toujours lever la main pendant la session de questions-réponses et je pourrais éventuellement ouvrir le micro. Mais en tout cas, posez toutes vos questions dans le chat et nous, on se chargera donc de les faire apparaître à l'écran et pour que Madame Zilberman puisse y répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez les poser, même si on y répondra un peu plus tard dans l'entretien. Donc Ruth, vous êtes auteure, scénariste, réalisatrice de documentaires, vous êtes aussi donc écrivaine, vous avez écrit aussi des livres. Et aujourd'hui, vous êtes notre invitée sur le thème donc, de votre documentaire « Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris 10e ». Et on essaiera vraiment un peu de comprendre l'intérêt pédagogique de ce documentaire qui est absolument magnifique et qui est très, très poignant. Et donc, pour faire court, normalement, les enseignants qui sont ici, je pense, ont vu le documentaire, mais il s'agit donc d'une enquête historique sur les traces donc, mémorielles de l'occupation, où vous êtes allé, au terme de longues recherches, donc retrouver les habitants d'un immeuble parisien dont l'enfance avait été saccagée sous l'occupation. Et donc, c'est un documentaire très, très intéressant aussi dans sa forme. Et on verra, donc, on a hâte que vous nous en disiez plus. Peut-être juste 2 mots sur votre parcours et je vais peut-être vous laisser en fait vous dire les 2 mots sur un peu votre parcours. Le parcours pour le film, vous voulez dire, hein? Ou en général? Oui, non, vous présentez peut-être juste en 2 mots de manière générale, si vous voulez dire quelque Oh, chose sur votre vous l'avez travail. très bien dit. Alors d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie de pouvoir être en contact avec des professeurs. Et puis je vous prie de m'excuser parce que c'est vrai que je suis pas très familière, hein, voilà. J'ai tendance à travailler toute seule chez moi devant mon ordinateur et pas être, voilà, c'est un petit peu nouveau pour moi. Écoutez, non, vous avez très bien dit les choses, c'est-à-dire qu'en effet, je suis réalisatrice depuis un certain nombre d'années, et que j'écris en même temps. Voilà, j'ai publié un roman, et puis, là, plus récemment, donc, ce qui est la prolongation, en fait, du film, Les enfants du 209 rue Saint-Maur, donc, le 209 rue Saint-Maur, autobiographie d'un immeuble, qui finalement élargit un petit peu le scope chronologique de l'enquête sur cet immeuble, puisque le livre commence au milieu du 19e siècle et s'achève aujourd'hui. Et voilà, et qui raconte en fait ce qui a été le parcours, le parcours donc qui a été le mien à la recherche de cet immeuble que j'ai donc choisi euh, dans une sorte de hasard contrôlé, sur lequel je peux revenir évidemment, et qui raconte, comme vous l'avez très bien dit, qui est une sorte d'enquête sur lieu, pour essayer de retrouver l'histoire de cette petite communauté de voisins pendant l'occupation. Voilà. Alors peut-être une
Première question, donc tout de suite, c'est vrai qu'on a très envie, enfin, j'ai très envie de vous demander en effet pourquoi vous avez choisi ce lieu, qui est une question, j'imagine, à laquelle vous avez donc l'habitude de répondre. Donc peut-être deux premières questions. La première, donc d'où c'est parti, cette histoire du 209 rue Saint-Maur. Et la deuxième, c'est pour les enseignants qui nous écoutent, quel est donc selon vous l'intérêt principal d'utiliser ce documentaire en classe, en fait, avec des jeunes collégiens, lycéens, pour aborder, entre autres, la Shoah et l'occupation, mais peut-être pas que. Pas que, je pense. Écoutez, justement, la manière dont c'est parti, en fait, et les 2 réponses, en fait, vont presque ensemble, puisque ça fait très longtemps que, voilà, que j'ai tout simplement, et j'ai présenté souvent ce film dans des classes d'ailleurs, hein, de lycée. Et c'est vrai que finalement, cette appétence qui est la mienne pour essayer de voir derrière les fenêtres ce qui se dissimule, hein, derrière les façades, c'est-à-dire cette manière d'entrevoir un mystère qui soit un mystère historique, ou tout simplement, enfin oui, voilà, un mystère, humain, derrière les façades, dans mon cas parisiennes, mais j'imagine que c'est le cas de n'importe quelle ville. C'est un mouvement qui est très ancien chez moi et que d'ailleurs mon premier film s'appelait Paris fantôme, c'était un film sur les plaques commémoratives à Paris, donc vous voyez, ça remonte à loin et c'est vrai que ça fait extrêmement longtemps, que je voulais raconter, l'histoire d'un immeuble ou en tout cas essayer de résoudre un petit peu cette sorte de halo de mystère que j'entrevoyais derrière chaque façade, et que je pensais que c'était une manière parallèlement, je cherchais aussi une nouvelle forme aussi pour essayer de réfléchir et de raconter la question de la guerre, la question de l'occupation, la question de la destruction, de la traque et de la déportation des Juifs de France. Et que donc, voilà, les 2 intérêts, en fait, ces deux mouvements très intimes chez moi se sont mêlés pour essayer de faire ce film. Et en ce qui concerne le choix de l'adresse, je m'étais dit que ça serait bien d'errer comme ça dans des quartiers où l'immigration juive centre-européenne était manifeste avant la guerre, c'est-à-dire les quartiers du nord-est parisien pour ceux qui connaissent Paris. Et à partir de là, voilà, je me fiais juste à l'allure des immeubles et il se trouve donc que je suis rentrée dans vraiment, enfin, les gens sont toujours très surpris, mais c'est une histoire tout à fait vraie. C'est-à-dire que voilà, une fois, je suis allée rue Saint-Maur, je connaissais pas bien la rue Saint-Maur, je suis rentrée dans cet immeuble et c'est vrai que, par ailleurs, il avait une disposition tout à fait, bien pour un film, puisqu'il était grand, il avait 4 façades, des perspectives et cetera. Et une fois rentrée chez moi, j'ai commencé un petit peu à regarder, notamment en me servant, d'un outil élaboré par l'historien géographe Jean-Luc Pinol et Serge Klarsfeld, qui est la carte interactive des enfants déportés à Paris. Et que donc je me suis aperçue très vite qu'au 209 rue Saint-Maur, qui effectivement est un gros immeuble, il y avait 9 enfants qui avaient été déportés. Donc après, évidemment, l'enquête a été beaucoup plus longue, mais de cet immeuble choisi dans un hasard construit, voilà, ça a été assez rapidement, voilà, je me suis lancée assez rapidement dans la recherche. Et ce pourquoi je pense que c'est quelque chose, enfin, après, voilà, ça c'est toute une discussion, mais c'est vrai que un de mes soucis, c'était vraiment de trouver une forme adaptée à un récit sur la guerre. C'est-à-dire, j'avais bien conscience que l'alignement de témoignages, avait trouvé quand même, un petit peu, comment dire? Je crois que il y a des très grands films, hein, qui ont été faits, hein. Je veux dire, attention, évidemment, je suis l'héritière de Shoah, je suis l'héritière, admirative, hein, de Shoah, heu, voilà, de tant d'autres films. Enfin bon, c'est évidemment celui de Lanzmann qui me vient, à l'esprit. Mais en tout cas, il me paraît évident, qu'il faut trouver une forme et que cette forme qui induit finalement la possibilité de proximité, qui induit aussi la possibilité de projection, puisque finalement une communauté comme ça, comme celle d'un immeuble, une communauté de voisinage, c'est quelque chose qui parle à n'importe qui, dans n'importe quel lieu. Eh bien, je trouvais que c'était une bonne manière finalement de parler de ça. Tout à fait, bah, la forme se prête, c'est sûr que tout de suite, on s'est dit que ça allait être vraiment un outil très très puissant pour les enseignants.
puisqu'on est tout de suite très, très pris dans la vie des gens et que l'intime et la micro-histoire permet vraiment de mieux s'accrocher au récit, quoi. Est-ce que du coup, vous avez peut-être des retours vous êtes intervenu dans des classes, comment ça se passe? Est-ce que le film est bien reçu par les jeunes? Est-ce que vous avez eu des retours particuliers justement sur cette forme? Est-ce que vous avez pu constater vous aussi que ça marchait très bien avec les Oui. jeunes? Parce qu'il y a aussi des passages très bouleversants, très, très, très forts. Et en fait, moi, je me suis aussi interrogée sur cette dimension-là. Comment gérer, enfin, voilà, il y a un côté très, très bouleversant. Je ne sais pas qui peut regarder ce film sans être bouleversé. Est-ce qu'avec des jeunes, etc., comment ça s'est passé? Alors écoutez, oui, j'ai eu la chance en fait de participer grâce à une association dont malheureusement j'ai oublié le nom, mais qui est justement une association d'éducation à l'image, à une sorte de petite tournée en France dans des lycées de nature très différente. Je veux dire, ça allait du grand lycée lyonnais au lycée professionnel, etc., au lycée en banlieue. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez spectaculaire pour moi, d'assez émouvant, hein, pour moi de voir quelle était la réception de ce film. Et la particularité évidemment de tout ça, c'est que les élèves avaient vu le film avant. Parce que moi, une de mes inquiétudes pour un public scolaire, c'est que c'est un film long, c'est un film assez exigeant. Et c'est sûr que, enfin, ce par quoi j'avais été frappée, c'était vraiment par l'extraordinaire préparation qui avait consacré soit les professeurs de lettres, soit les professeurs d'histoire, en préparant le visionnage du film, et ensuite qui m'avait décrit en effet que parfois le film était un peu long. Alors, ça avait été souvent préparé en amont par des présentations des personnages, après quoi, visiblement, le fait que le film dure 1h40 passait mieux auprès d'un public scolaire. Mais c'est vrai que ce qui m'a frappé avant tout, et encore une fois, là, je parle de public scolaire extrêmement varié, c'était la manière dont ces jeunes s'appropriaient finalement tout ce questionnement qui est vraiment, ne nous cachons pas les choses, et c'était aussi comme ça que je l'entendais, une réflexion sur la question du voisinage au sens large, c'est-à-dire de la solidarité qui peut exister entre différentes personnes et différents voisins quand l'histoire fait effraction de la façon la plus brutale. Alors évidemment, elle a fait effraction de manière particulièrement brutale entre 1941 et 1944, mais il est évident que on peut imaginer que ce genre de questions puisse s'appliquer à beaucoup d'autres problématiques. Et c'était une évidence que dans la réception des jeunes, c'était jamais très loin. Sans avoir de langue de bois, je dois dire que j'avais parfois un tout petit peu peur dans certains lieux de la réception que ça pouvait avoir, du genre: «Mais on nous parle tout le temps de ça, c'est toujours la même chose», voilà. Et je dois dire que, bon, moi j'étais assez, enfin vous le voyez, je suis assez cash, hein, enfin et je dois dire que, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça parce que j'avais l'impression que la question encore une fois, de la projection humaine finalement, c'est-à-dire cette sorte de proximité avec le fait que chacun d'entre nous vit dans un immeuble, dans une maison, mais enfin vit dans une chambre, a des souvenirs de son enfance. Enfin bon, tous ces relais finalement, ce que j'appellerais des relais d'identification fonctionnaient de façon extrêmement efficace. En effet, alors j'ai plusieurs choses peut-être à apporter par rapport aux enseignants qui nous regardent. L'outil Educarté permet vraiment justement ce découpage, donc de découper le film, puisque les enseignants peuvent créer des extraits, voire même les annoter, donc poser des questions, chapitrer, ou encore créer ce qui s'appelle des cartes mentales. Donc vraiment organiser un peu le film comme ils le souhaitent pour, par exemple, présenter un personnage, etc. Donc ça, voilà, en tout cas pour les enseignants qui nous regardent, ça peut vraiment être une manière de préparer justement le visionnage, puisque le film est un peu long. Par ailleurs, c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale est très présente dans les programmes à beaucoup de niveaux, enfin de la 6e à la terminale. Elle est étudiée à chaque fois par des angles justement un peu différents.
Mais c'est ce que vous dites me semble tout à fait juste, c'est-à-dire que cet aller-retour incessant entre le passé et le présent que permet ce film ne peut que passionner les élèves et vraiment leur permettre de aussi s'extraire des livres, de ce qu'ils ont appris dans leurs livres, dans leur manuel scolaire, et d'une histoire peut-être plus classique et racontée de manière plus chronologique. Parce qu'on voit dans votre film vraiment ces allers-retours qui sont très intéressants entre les survivants, les personnes encore vivantes aujourd'hui, leur passé, celles qui n'existent plus. Donc ça, c'est vraiment, je pense, aussi en termes d'un atout pédagogique majeur du film. Et une question que j'aimerais vous poser, justement, vous avez dit donc, que les jeunes tout de suite s'identifiaient, s'interrogeaient sur leurs relations de voisinage, voilà, posaient beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement comment vous avez mené l'enquête en tant que réalisatrice? Et est-ce que vous pensez qu'en montrant ce film, cela peut être une manière aussi pour les jeunes de peut-être s'intéresser à la démarche, soit, j'allais dire, de l'historien, de la réalisation? Est-ce que la frontière entre les deux, est-ce que n'importe qui peut mener une enquête, y compris les jeunes par exemple, dans leur propre entourage? Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'un des éléments, je crois, qui était, d'ailleurs voilà, qui m'a manifesté de façon un tout petit peu économique, mais qui est quand même assez présent dans la mise en scène, entre guillemets, du film, c'est vraiment la question de l'enquête et donc de l'enquêtrice que j'incarne, qui correspond d'ailleurs un tout petit assez à la réalité, hein, même si, pour le dire extrêmement sommairement, on va dire que j'ai en gros épaulé, hein, par, un ou 2 historiens, mais que j'ai mené, à peu près 3 ans de recherche voilà, de façon assez différente. Ce que je leur expose d'ailleurs, puisque c'est à la fois des recherches, qui sont auprès de voilà, qui sont un petit peu traditionnelles dans des sources d'archives, voilà, qu'on fait les recensements qu'on voit par exemple, dans le film, c'est-à-dire les recensements, bon, qui existent à Paris depuis 1926, hein, par lesquels on peut retrouver, tous les habitants d'un immeuble et qui ont été effectués, tous les 5 ans. Il y a évidemment beaucoup d'autres sources d'archives extrêmement variées. Mais d'abord, ça permet tout simplement de faire la différence entre aller voir des sources d'archives et ensuite l'enquête que j'appellerais plus de détective privé, qui était de retrouver justement les anciens locataires que je tente aussi, à minima de mettre en scène dans le film. Donc en ce qui concerne ma propre recherche, oui évidemment, ça a été une recherche assez longue, assez rigoureuse, encore une fois épaulée notamment par 2 historiens, voilà, auxquels je suis extrêmement redevable, qui sont d'une part Claire Zalck et d'autre part Alexandre Doulu. Hem, mais ça montre, je pense que ça, c'est un élément pédagogique, extrêmement intéressant, qui montre évidemment qu'avec, un minimum de rigueur nécessaire, d'abord le côté, j'allais dire polymorphe, de l'enquête historique, c'est-à-dire qui peut s'abreuver soit à des sources d'archives, soit à des témoignages, soit justement à des collations, des uns et des autres et qui s'apparente aussi parfois, et qui est une recherche toujours extrêmement vivante. Et alors là, on parle évidemment de manière générale de l'histoire, c'est-à-dire que bon, je vais pas commencer, enfin les professeurs d'histoire qui assistent peut-être, à cet entretien le savent assez. L'histoire est aussi une histoire en train de se faire et c'est une histoire vivante, à la fois dans le contact qu'on peut avoir avec des sources vivantes, mais aussi elle est, la réponse à des hypothèses qu'on se pose, à des questions, qu'on se formule, qui sont soit invalidées, soit au contraire confirmées ou qui restent en suspens. Et donc que ce soit dans le mouvement, naturel de l'enquête ou que ce soit finalement, heu, voilà dans les impasses que l'on trouve, dans l'impossibilité finalement aussi d'avoir une sorte de regard tout à fait exhaustif sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire, en somme, dire que l'histoire n'est pas là derrière un rideau, qu'on soulèverait où elle arriverait tout entière, mais qu'elle est,
à la fois le fait d'une démarche humaine, de questions humaines, qu'elle est un puzzle et qu'elle est parfois, que parfois, eh ben, on est amené à ne pas savoir répondre. Et ben, tout ça, je pense que c'est quelque chose de très fort finalement d'un point de vue presque épistémologique. Enfin, c'est vraiment de l'enquête, euh, voilà, de terrain, c'est une matière avec laquelle, à mon avis, des jeunes gens sont tout à fait, d'une part, aptes, évidemment, et en plus, qui est une source, je pense, de grande joie, parce que c'est de grands mouvements d'âme. Euh, enfin, en tout cas, ça l'a été pour moi, et je peux imaginer comme ça peut l'être pour, euh, pour, euh, pour des jeunes. Et je sais évidemment que ce genre d'enquête est mené dans certaines classes, soit auprès, voilà, enfin ça, je me souviens, je pense que c'était vers Clermont-Ferrand, enfin je ne sais plus quelle ville c'était exactement, mais en tout cas, on m'a parlé de plusieurs expériences justement d'enquêtes mises en place auprès de, voilà, mises en place par des classes concernant des lieux autour de leur lycée, souvent qui ont trait à l'occupation et à la guerre et au sort fait aux Juifs, mais je pense que c'est quelque chose de bien plus vaste, évidemment. C'est vrai que tout de suite, moi aussi, en regardant le documentaire, je me suis dit que pour des enseignants, il y avait là aussi des mises en application possibles très, je veux dire, faciles, enfin, qu'on voit le déroulement justement de l'enquête un peu comme un puzzle et que ça permet, par exemple, aux enseignants de poser la question à leurs élèves, d'identifier la variété des sources, puisqu'on les voit, ces sources. On voit les convocations de police, on voit l'enregistrement du mari qui s'est enregistré lui-même, mais pour raconter l'histoire de sa femme. Enfin, on voit beaucoup, beaucoup de sources, justement, et il y a un travail potentiellement assez, je pense, enfin, c'est un document très pédagogique qui permet vraiment aux élèves, je pense, de s'attarder sur ces différents types de sources. Et dans la continuité de ce que vous disiez, j'ai une petite question aussi. Qu'est-ce qu'on fait justement des incertitudes quand on mène une enquête comme celle-ci, qu'on est épaulé par des historiens? Est-ce qu'on fait valider justement un peu tous les éléments de l'enquête à des historiens? Par exemple, je pense à des moments dans le film où je ne sais plus quel protagoniste dit ce pourrait être elle. Elle regarde des photos, elle dit Mmh. oui, c'est possible que ce soit elle quand elle était petite, mais c'est possible aussi que ce ne soit pas elle. Je n'en sais rien. Non, elle est Et en même si c'est le passage auquel je pense, elle est quand même plus certaine. Non, non, et puis de fait, c'est elle. Donc, et donc, comment on fait justement pour qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que vous avez été aussi mais confronté justement, justement à des incertitudes c'est par exactement rapport. C'est exactement c'est pas tant d'ailleurs des processus de validation, mais en tout cas, ça montre qu'il faut croiser les sources, qu'il faut croiser les témoignages. Il y a évidemment, par exemple, alors là, je pense plus au livre encore qu'au film, mais des éléments que je me suis refusée à mettre parce que ça pouvait mettre en cause des gens et que j'avais pas de source assez solide pour les affirmer. Donc, encore une fois, ça montre finalement que le raisonnement historique, il est à la fois soumis à des processus de validation par les sources, par le croisement des sources et des témoignages, euh, mais aussi qu'il est, encore une fois, parfois soumis à des impasses, qu'il se heurte à des impasses. Et je crois que tout ça, ça fait partie d'une seule et même chose, c'est-à-dire que faire de l'histoire, et bon, j'espère qu'on aura cette discussion tout à l'heure avec les éventuels enseignants d'histoire qui assistent, qui sont avec nous aujourd'hui, mais qu'encore une fois, faire de l'histoire, c'est faire quelque chose de vivant. C'est pas une matière morte qu'on assemblerait de façon morte. C'est aussi et pour aller un tout petit peu plus profondément là, je dois dire que en ce qui me concerne là tout à fait personnellement, mais les 3 ans qui m'ont été nécessaires justement pour préparer un petit peu les recherches qui servent de base à ce film et auxquelles j'ai rajouté ensuite plusieurs mois supplémentaires pour le livre, ont été des moments de d'in d'intense, de vie intense.
C'est-à-dire que alors, bon, peut-être que j'ai un caractère particulier, je demande pas à tout le monde de s'exciter parce que tout à coup on a telle réponse ou telle personne qu'on a réussi à joindre. Mais je veux dire qu'il y a aussi, malgré tout, quelque chose non pas de ludique, parce que là malheureusement le sujet est grave, mais quelque chose, oui, qui je parlais tout à l'heure des mouvements de l'âme, mais qui obéit aussi à ces mouvements de l'âme. Donc des grandes joies liées à des découvertes, des grandes tristesses liées à des impasses, et que tout ça soit associé au mouvement d'écriture de l'histoire, au mouvement de l'enquête, je trouve que c'est très bon que des élèves puissent le ressentir. En toute rigueur, évidemment, hein. Mmh mh. Oui, tout à fait. Alors moi, j'aimerais juste, savoir si déjà les enseignants, ont des questions à poser, parce que je vois que le chat est très très calme et le but, c'est que ce soit, le plus interactif possible. On ait lancé un peu des échanges et donc un entretien, mais maintenant peut-être place aux questions, parce que je sais que quand elles se lancent ensuite, justement, c'est bien de prendre le temps de voilà, d'échanger et de pouvoir répondre à des questions. Et en tout cas, sachez aussi donc que sur Educarté, il y a déjà des extraits, donc on en parlera à la fin, qui ont été prédécoupés donc par ma collègue, Stéphanie, pour un peu justement découper le film. On a de nombreux, documents, justement, qu'on a, et documentaires aussi qu'on a rassemblés dans une thématique, donc qui permet, justement d'accompagner, de contextualiser aussi le film. Alors, nous avons une première question donc que je vais afficher. Donc, hop. Alors, cette question est: est-ce que vous avez eu des remarques d'élèves sur la confrontation entre histoire et mémoire? Alors, est-ce que vous pouvez un tout petit peu expliciter la question? Je sais que c'est difficile par écrit, mais si je comprends bien le Mmh. sens de votre question, il y a par exemple, pour ceux qui ont vu le film, il y a une scène et c'était marrant parce que c'est revenu à plusieurs reprises, hein, parmi les lycéens. Il y a une scène où je vais voir la petite fille de la concierge du 209 rue Saint-Maur, qui elle-même était enfant à l'époque, hem et l'entretien avec elle était très intéressant parce qu'elle se souvenait donc de ses 2 petites amies d'enfance avec qui elle jouait dans la cour. En l'occurrence, Marguerite Baum et Simone Bourrachic. Elle se souvenait de leur nom, elle se souvenait de ce qu'elles faisaient et donc juste pour situer la scène, donc je la pousse un petit peu dans ses retranchements parce que très clairement, en fait, elle me elle se elle dit: «Mais est-ce qu'elles sont revenues après au 209 rue Saint-Maur après la guerre?» et cetera. Alors que je lui avais dit évidemment qu'elles avaient été déportées et donc j'insiste, hein. J'insiste pour lui dire: «Mais elles sont mortes pendant la guerre» et donc beaucoup des élèves m'ont dit, «Ah mais vous êtes dure madame là, pourquoi est-ce que c'est quand même ses amis? Pourquoi?» et donc donc c'est quelque chose par exemple alors là, c'est vraiment sur la question de l'entretien et notamment de l'entretien, je pense, pour le cinéma. Et c'était pour moi, c'était une manifestation de déni et quand je dis ça, c'est absolument pas péjoratif, c'est-à-dire que la question des couches de mémoire, de la difficulté à les mobiliser pour tout un tas de raisons, c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Je suis pas venue de mon grand 21e siècle pour donner des leçons à ceux qui se souviennent ou pas. Mais en tout cas, la moindre des choses que je puisse faire, c'est essayer de travailler avec ce déni. Et donc ça, par exemple, c'était intéressant de leur expliquer qu'on n'était pas justement dans une position d'agressivité, mais qu'on était, voilà, qu'il y a dans une manière de tenter d'affronter ces questions. Et d'ailleurs, finalement, cette scène se conclut de façon assez bouleversante, justement avec cette photo qu'elle me montre de son amie avec laquelle elle était également à l'école maternelle. Donc ça, c'est aussi, et ça, voilà, c'est quelque chose qui est propre, je crois, peut-être, à l'entretien de cinéma. Mais je pense que c'était un déni qui appelait une réponse comme celle-là. Je ne sais pas si je vous ai répondu madame, mais voilà, en tout cas, c'était intéressant et c'est vrai que ça m'a été à plusieurs fois signalé, exclusivement auprès d'un public scolaire. C'est-à-dire que j'ai montré quand même ce film un certain nombre de fois et jamais personne ne m'a fait la remarque ailleurs. Donc c'était très intéressant. Alors la source pour, la carte interactive des enfants déportés à Paris, elle est sur internet. Je pense qu'elle s'appelle «Carte interactive, des enfants à Paris». Donc encore une fois, elle a été élaborée en collaboration entre Jean-Luc Pinol
et Serge Klarsfeld. Et je dois dire juste à ce sujet, parce que j'imagine qu'il y a ici des gens qui n'habitent pas à Paris, hein, qui habitent sur toute la France, que ce même Jean-Luc Pinol, qui fait vraiment un travail très intéressant, justement de cartographie de l'histoire, ce qui, à mon avis, on n'a pas encore eu le temps vraiment d'élaborer là-dessus, mais c'est vraiment, à mon avis, la question pédagogique de l'espace, elle est très riche, elle est très fructueuse. Et lui, pour ce qui concerne justement cette période de la guerre, va publier justement un livre qui travaille ces questions des territoires et des déportations, etc. Euh, voilà, sur toute la France. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est rentré de façon impromptue chez moi. Donc je me retourne. Pas de problème. Justement, à ce propos, enfin, je pense que la question, donc on va voir la réponse juste, voilà, merci, merci. N'hésitez vraiment pas, hein. On peut aussi ouvrir les micros, donc si vous levez la main et que vous souhaitez interagir en live, il y a pas de problème, on peut le faire. Et sinon, donc, continuez à poser vos questions dans le chat, c'est le moment. Moi, j'avais une question par rapport justement à cet outil qui vous a permis de démarrer aussi vos recherches, visiblement, d'après ce que j'ai compris, parce que vous avez vu, donc vous aviez pu voir, grâce à l'outil, qu'il s'était passé un certain nombre de choses dans cet immeuble. À partir de quand, selon vous, et c'est une question qu'on a déjà dû vous poser, on parle de lieu de mémoire? Quand est-ce qu'un lieu, entre guillemets, banal peut devenir un lieu de mémoire? Est-ce que vous considérez d'ailleurs que le 209 est un lieu de mémoire? Oui, enfin, je pense que, alors c'est assez curieux que vous me posiez cette question aujourd'hui, parce que justement après je vais vous raconter ce qui se passe en ce moment à propos du 209 rue Saint-Maur. Oui, alors les lieux de mémoire, c'est évidemment normalement un lieu consacré par, justement la mémoire, officielle en quelque sorte, c'est-à-dire soit par des plaques, soit par des monuments aux morts. Enfin, c'est comme ça évidemment qu'on peut les concevoir. Et je pars du principe, mais ça, je suis tellement pas la seule que enfin, je veux dire, enfin, beaucoup d'écrivains, aussi, vous diraient ça, c'est que n'importe quel espace, produit la mémoire, même quand cette mémoire n'est pas estampillée, de façon officielle, et s'ouvre d'ailleurs à tout type de strates de temps. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que, j'ai continué le travail, dans ce livre, que j'ai publié, aussi en coédition avec Arte et Le Seuil. C'est que, et c'était quelque chose d'important pour moi, j'ai remonté le temps et je l'ai suivi, puisque donc encore une fois le livre commence au milieu du 19e siècle et se continue jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce que je voulais montrer à quel point un lieu, apparemment tout à fait anonyme, sans plaque, sans rien du tout, évidemment est le produit d'une succession, à la fois d'histoires, une succession de grandes histoires aussi, une succession de temps qu'il est toujours bon d'aller interroger. Et j'avais aussi, et ça pour revenir juste à la manière dont ça peut, prolonger la réflexion sur la question de la guerre, c'était pour moi quelque chose aussi de très important, de pouvoir relier la question de l'occupation, la question aussi de la déportation, au reste de l'histoire française. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas toujours enclose finalement dans des strates, dans des dates, chronologiques, voilà, où on parlerait de la guerre de 39-45, mais justement de la penser comme une histoire française, donc comme une histoire qui fait lien. Et ça, que ce soit du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, en passant par la guerre. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et en parlant de l'histoire qui fait lien, justement, que s'est-il passé par la suite? Le film se termine sur la rencontre donc, que vous avez organisée entre les différents protagonistes. Extrêmement, on a envie de savoir ce qui s'est passé par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il s'est passé beaucoup de choses. Alors justement, donc pardon, j'ai pas fini mon raisonnement tout à l'heure. Donc il s'est passé quelque chose dont je parle dans le film, justement parce qu'en fait, l'idée c'est que c'est jamais terminé, parce qu'il continue à s'en passer des choses. Je continue à recevoir des mails, etc., alors que le livre est terminé. Donc ça, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a malheureusement des gens qui sont morts. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me raconter d'autres histoires. Et ce qui était beau, en tout cas, pour moi, c'est l'idée très
très évidente que finalement, évidemment, cette recherche ne sera jamais terminée et que finalement, bah, peut-être que j'avais posé les premières pierres symboliques et que finalement cet immeuble du 209 rue Saint-Maur, d'autres historiens ou d'autres personnes, qu'elles soient historiennes ou pas, vont s'y attaquer sous un autre angle et que finalement il constituerait une sorte d'immeuble témoin, d'un immeuble populaire parisien, voilà, hein, d'un immeuble populaire dans le 10e arrondissement. Et juste, pardon, parce que j'avais perdu le fil, mais je voulais vous dire que j'ai été contactée en fait et c'est un énorme plaisir pour moi, enfin, c'est une grande joie plus qu'un plaisir, là récemment par la mairie de Paris et qu'ils vont initier, là tout un processus d'apposition de plaques et que donc il est probable en fait qu'une plaque va être apposée au 209 rue Saint-Maur. Mais autant vous dire que là déjà ça défile pas mal au 209 rue Saint-Maur. Le concierge n'en peut plus d'ailleurs parce que, des gens, n'arrêtent pas d'aller, pour voir cette cour et ça c'est quelque chose de très émouvant en fait de voir, vous voyez, de voir comment un lieu de mémoire et ben, même alors il y aura probablement une plaque commémorative, mais même sans plaque commémorative avec voilà, de l'imagination, avec de l'attention et ben, ça se transforme et je suis persuadée que pour chaque lecteur, chaque spectateur, c'est quelque chose de différent qui est mis en lumière. Et oui, c'est justement, oui, c'était, alors il y a des personnes qui écrivent dans le chat, donc on va leur laisser, la parole, mais en effet, c'était une question bien sûr de qu'est-ce qui va devenir maintenant de cet immeuble qui a eu une certaine publicité? Et donc je vais prendre la question, donc bravo pour la plaque. Je dois avouer que je suis déjà allée voir la cour par curiosité et c'est Bah vrai oui, que vous n'êtes pas le seul. mais c'est vrai que ça pose vraiment cette question, qui est assez fondamentale, je trouve, du lieu de mémoire. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, le lieu de mémoire naît avec la production d'un travail, quel qu'il soit, d'un travail. Est-ce que vous vous considérez comme historienne? Bah, j'ai fait des C'est-à-dire études d'histoire. C'est vrai que j'ai quand même un petit tropisme historien, hein. Je vais pas vous raconter des bêtises, mais en même temps, si vous voulez, la question pour moi, elle est pas fondamentale. C'est-à-dire que, c'est sûr que dans pas mal de mes films, j'essaie de travailler l'histoire, de montrer l'histoire est en train de se faire et que c'est vrai qu'à cet égard, les outils d'une réalisatrice, les outils des cinéastes sont extrêmement riches. Ils sont complémentaires évidemment, et notamment, bon là c'est évident, pour le film, mais notamment par exemple dans l'intensité qui est rarement évidemment mise en scène par des historiens à proprement parler, l'intensité de la rencontre des protagonistes avec les sources. Et puis, alors, avec les sources, et ça c'est d'ailleurs une expérience que je viens de faire dans mon prochain film, pour Arte d'ailleurs, cette voilà, j'ai à nouveau filmé des gens en contact avec des archives qui les concernaient et c'était quelque chose, d'absolument incroyable et là je me suis dit: «Vraiment, c'est quelque chose qui est une ressource très propre, heu, aux cinéastes». Par ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est évident qu'il y avait aussi une plus grande latitude ou en tout cas une manière différente, d'essayer de travailler la question de la réminiscence, la question de la mémoire. Alors donc avec des dispositifs dans le film ceux qui sont, voilà, identifiés avec par exemple, ces petits objets. C'est-à-dire qu'évidemment là, on met en scène non seulement l'image, mais aussi le toucher et aussi on filme et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare et c'est je sais pas pour ceux qui ont vu le film, c'est évidemment quelque chose qui est manifeste avec Henry Haussmann, l'Américain qui revient au 209 rue Saint-Maur quand il se trouve dans les escaliers. C'est-à-dire la possibilité finalement tout à coup de filmer quelque chose qui s'apparente, à la résurrection, à la réminiscence et ça, c'est des outils, extrêmement forts, extrêmement puissants. C'est presque le côté démiurgique en fait, hein, du cinéma, qui à la fois suscite et capte, ces instants-là, très rares. Et donc voilà, donc non, je suis pas historienne, mais bon, j'aime beaucoup l'histoire. mais ces dispositifs, je pense que c'est très, très intéressant aussi parce qu'ils peuvent permettre justement les dispositifs que vous évoquez, les maquettes, entre autres, peuvent permettre vraiment aussi aux jeunes bah, de s'initier justement à l'éducation, ce que vous disiez, à l'éducation à l'image, à la réalisation de documentaires, et comment est-ce que ces dispositifs peuvent permettre de convoquer justement les souvenirs, la mémoire et
Donc, en effet. Alors, on va prendre une Absolument, ça question. je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être utilisé par les élèves, c'est-à-dire réfléchir à des dispositifs. C'est-à-dire et encore une fois, on est toujours sur la même histoire, c'est-à-dire se dire que la mémoire des protagonistes n'est pas là, derrière son fameux rideau rouge qu'on soulèverait et prête à être elle est aussi une construction. Elle est aussi un travail, enfin un travail, je veux dire comme on parle d'ailleurs d'un travail d'analyste et ça, je pense que c'est quelque chose de très riche pour des élèves de pouvoir, s'approcher de ça et c'est aussi une autre manière de parler de plein de choses, c'est-à-dire de parler de l'histoire, mais aussi probablement de les éduquer à l'image, de les éduquer aussi à l'actualité. Alors je vois qu'on me pose une question sur les fictions. Tout à fait. Alors, on va juste la lire pour tout le monde. Donc, n'avez-vous pas été tenté par la réalisation d'une fiction sur la base de cette histoire? Alors, plusieurs réponses à ça. Oui, on m'a proposé évidemment de faire une fiction, ce que j'ai refusé parce que là, je pense que je vais arrêter avec les déclinaisons, du 209, sur le autour du 209 rue Saint-Maur. Et puis parce que entre nous, je ne sais pas quel scénariste fou aurait été capable d'imaginer les histoires réelles qui se sont passées dans cet immeuble. C'est-à-dire, moi, on m'aurait apporté un scénario en me disant: «Alors, on mettrait un immeuble dans lequel il y a une famille qui va cacher une famille juive pendant 2 ans et leur fils, en fait, est à la Légion des volontaires, français contre le bolchevisme et son père le menace de le tuer si jamais il arrive quoi que ce soit à cette famille qui cache», je pense que je leur ai dit, «Ben non, c'est un peu too much» et en fait, c'est ça la richesse, du documentaire. Donc non, 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 j'ai pas du tout été tentée par la fiction. Une autre question. La «peur» entre guillemets de sa mémoire est aussi très intéressante à traiter pour nous. Mémoire, slash histoire, elle est montrée de façon étonnante dans le film. Est-ce que la tension qu'on ressent est-elle présente? Comment avez-vous géré cela? De la peur de sa propre enfin de sa propre la peur de se souvenir. Bien sûr, la difficulté qu'il y a à se souvenir, la qu'est-ce que c'est que le déni pour les autres ou pour soi-même, la fonction préservatrice d'oubli, tout ça, je veux dire, évidemment que enfin, il y a pas eu de tension, folle, hein, que j'aurais dissimulée, dans le cours du film parce que j'essayais quand même d'y aller avec un minimum de tact, même si ça n'excluait pas parfois une certaine frontalité, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais en tout cas et ça, je pense que aussi pour les élèves, c'est quelque chose de fondamental à comprendre, c'est-à-dire, vraiment cette question d'une mémoire stratifiée, de souvenirs stratifiés, que ce n'est pas quelque chose qui est présent et qui se donne tout à coup à voir, mais qu'encore une fois, c'est un mouvement, un processus, heu, et qui peut être une souffrance et ça, pour moi, ça, je pense que c'est de toute façon une thématique passionnante, pour n'importe quelle personne, n'importe quel humain, parce que c'est quand même ce dont nous sommes, constitués. Mais j'imagine que pour, des élèves qui sont tout simplement moins familiers avec ça parce qu'ils sont plus jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps, finalement de se créer leur propre mémoire et qui sont confrontés avec celle de leurs parents ou de leurs grands-parents ou de leur propre famille, c'est aussi une manière intéressante, de travailler la question du temps et la manière dont le temps se dépose non seulement dans des lieux, mais dans des personnes. Alors, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole, on peut si vous juste levez votre petite main, en bas à droite, on peut vous ouvrir le micro, je le rappelle donc pour que ce soit le plus agréable possible, si vous en avez l'envie. On a une autre question, je pense, qui va bientôt arriver et qui est posée donc en train d'être posée dans le chat de Monique Bruet. Et après, peut-être aussi que vous pourrez nous dire un mot, Ruth, sur votre livre. Comment peut-il, est-ce qu'il peut, selon vous, être utilisé dans le cadre scolaire? Ou est-ce que vous privilégiez, oh là là, vous pensez qu'il faut privilégier plutôt le documentaire uniquement pour travailler avec des scolaires? Non, comme je vous Alors, le disais, je vais répondre à la question tout à ouais, l'heure. Juste comme je vous le disais, je pense qu'à beaucoup d'égards, enfin et vraiment, enfin là je le dis, vous imaginez bien que c'est pas pour vendre mon c'est toujours très gênant de dire à beaucoup d'égards, c'est très bien d'avoir aussi le livre, hein, c'est pas de la promotion cachée, mais parce que ça, je veux dire encore une fois, le livre n'est pas la ressucée du documentaire. Il est il permet finalement une réflexivité sur la démarche de l'enquête un petit peu plus grande, je crois et surtout,
il permet de montrer cette strate de temps. C'est-à-dire de montrer comment est-ce qu'on peut travailler un lieu, vraiment sur un siècle et demi. Et à nouveau, et je répète parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi, il réinstitue finalement la question de la guerre dans son lien avec le reste de l'histoire française. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre l'exemple du 10e arrondissement, il n'est pas anodin que ce soit voilà, un arrondissement dans lequel la commune a été très forte, dans lequel aussi il y avait beaucoup de militants communistes, par exemple. Je veux dire que ensuite il y a une population immigrée importante dans des vagues immigrées dans les années 60, 70 qui venaient donc du Portugal, puis du Maghreb, etc. Et je pense que tout ça, c'est-à-dire essayer de tisser les histoires les unes aux autres, sans analogie excessive, mais en tout cas de dire qu'elles se succèdent, qu'elles se font écho dans un moment comme celui que nous vivons en France, où chaque histoire particulière part d'un côté comme de l'autre, et comme si elles n'étaient pas, n'était pas possible de les mettre en lien. Et là, c'est vraiment, enfin là, c'est presque un manifeste, c'est un credo hein, que j'ai, c'est-à-dire travailler la question, encore une fois, travailler la question de la guerre, de l'occupation, de la déportation des Juifs de France en lien avec le reste de l'histoire de France ou avec l'histoire d'un territoire, c'est quelque chose pour moi qui est absolument fondamental. Donc voilà, donc c'est dit. Donc oui, à certains égards, je pense que ça dépend évidemment des aspects pédagogiques qu'on veut privilégier, mais en tout cas, je pense que le livre peut être intéressant à certains égards. Alors, on a une autre question donc, de Monique Bruet. Avez-vous pu consulter les registres des écoles des archives départementales? On y voit disparaître, entre guillemets, les enfants qui ont été déportés. Je ne me souviens plus si vous en parliez dans le film. Alors oui, certains, parce que certains ont disparu. Donc oui, il y a les archives des écoles, bon, mais quand même beaucoup ont été conservés, hein. Mais là, enfin, en l'occurrence, pour le 209 rue Saint-Maur, il y avait les archives de l'école Parmentier, qui était une des écoles, maternelles, plus une école élémentaire de filles. Mais en revanche, la grosse école qui est juste en face du 209 rue Saint-Maur d'ailleurs, celle du 200 rue Saint-Maur, malheureusement, les registres ont disparu. Donc voilà. Autrefois, hein, ces registres étaient plus ou moins mal conservés dans les écoles. Et puis, il y a eu vraiment un gros travail des archives départementales, en l'occurrence des archives départementales de Paris, pour récupérer ces registres. Mais malheureusement, entre-temps, certains avaient disparu. Donc là, pour moi, c'est dommage parce que, en effet, pour le 200 rue Saint-Maur, il n'y avait plus ces registres. Je vous en prie. Merci, voilà. Alors, n'hésitez pas, il nous reste environ 10 minutes. Peut-être une question un peu différente à laquelle vous avez partiellement répondu. Le film est-il un peu justement une ode au dialogue intergénérationnel? Est-ce que vous pensez que regarder ce film, ça peut inciter aussi les jeunes et les élèves à davantage aller justement au contact, on va dire, des générations vivantes aujourd'hui, mais qui ont vécu donc, des choses dans le passé? Est-ce que vous pensez que c'est une dimension intéressante sur laquelle s'attarder pour les enseignants aujourd'hui? Oui, probablement, mais là, je pense qu'ils n'ont absolument pas eu besoin de ce film j'imagine voilà, pour ça. Enfin, oui, oui, entre autres, entre autres. Mais encore une fois, je pense que peut-être qu'une des s'il y en a une, en tout cas, une des, valeurs de ce film peut-être, c'est vraiment de donner des clés, pour, en quelque sorte, la micro-histoire en bas de chez soi, la micro-histoire au coin de la rue. Là aussi, évidemment que ce film n'est certainement pas le premier, enfin et que j'imagine que beaucoup de travaux avaient été, élaborés déjà par des enseignants, et je sais qu'il y en a eu, hein, pour documenter des choses autour, par exemple, d'une école ou autour d'une adresse à côté d'une école. Mais c'est vrai que c'est une manière, le film est, je pense, oui, un bon instrument pour accompagner, en tout cas, ce genre de démarche. Voilà, ça c'est certain. C'est Tout à fait. Alors, on va prendre encore, je pense, quelques questions qui nous arrivent. Peut-être juste avant qu'elles ne s'affichent, est-ce que vous voulez nous dire un mot de votre projet, de vos projets pour la suite? Alors, on va prendre la question du coup qui vient d'arriver. Vous parliez du film Shoah pour vos références cinématographiques. Quelles sont vos autres références?
Bon, écoutez, il y en a quelques-unes quand même, enfin, mais si on parle des documentaires qui sont liés, à la deux Seconde Guerre mondiale, bon, Shoah, c'est évidemment, un monument enfin, fondamental parce qu'aussi il pose un tas de questions. Je veux dire, Shoah se pose vraiment la question du lieu et de la difficulté aussi et de la qu'est-ce qu'un lieu de destruction? Donc évidemment que c'est assez séminal et puis, je c'est une incise, mais je vous invite aussi pour ceux que ça intéresse à aller voir parce qu'ils sont conservés, en ligne, dans le style, dans ce alors sur le site, je pense, du musée de l'Holocauste de Washington. Les rushs de Shoah et sur la manière dont les entretiens sont menés par Claude Lanzmann sont assez fantastiques. Enfin, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, en tout cas pour soi. Donc je vous conseille vivement d'aller les voir. Il y a évidemment un film très important qui est celui de Marceau Fulps, hein, Le chagrin et la pitié. Là aussi, je pense, en tout cas pour moi, c'était un enseignement sur la question des entretiens, sur la frontalité des entretiens, c'est-à-dire parfois il faut savoir y aller, il faut y aller avec tact, mais il faut savoir y aller. Et puis bon, il y a un réalisateur que j'aime, que j'affectionne beaucoup, qui a beaucoup travaillé lui sur la résistance, qui s'appelle Moscou Boucau et qui a fait notamment 2 magnifiques films sur la résistance à Paris et la résistance à Toulouse. Et les premiers s'appellent Les terroristes à la retraite et le deuxième s'appelle Sans travail, ni famille, ni patrie. Voilà, donc bon, je pourrais, élaborer. Il y a aussi des réalisateurs étrangers, hein, qui sont très importants pour moi, russe, polonais, mais pour l'instant, Lanzmann, Ophuls, Moscou Boucau, c'est déjà une très bonne trilogie, on va dire. Alors, autre question, quels aspects de votre film a le plus plu aux élèves ou le plus fait réagir? Bah, encore une fois, je pense que c'est vraiment la question, par exemple, l'usage des objets, le fait que chacun reconstitue sa chambre et que chacun puisse s'identifier à un enfant ou tout à coup qui est arraché à sa chambre, et puis évidemment à ses parents. Je pense que là, pour des élèves, c'était quelque chose, d'extrêmement fort, vraiment. Mais, je me souviens plus de voilà, je pense que comme souvent, enfin, ce qui est très particulier dans ce film, c'est qu'il y a vraiment une séquence qui marque, très fort les esprits. C'est très souvent, la séquence, de Henry Haussmann, donc cet Américain qui revient et qui s'interroge sur le fait: «Est-ce que ses parents ont traversé cette cour? Est-ce que ses parents ont touché cette porte?» Donc là, il y a quelque chose, qui est immédiatement finalement sensible, que chacun interprète ensuite, hein, selon son histoire, mais je crois qui touche quelque chose de très sensible chez les gens, peut-être à des niveaux différents, mais ça touche aussi des jeunes, comme des moins jeunes d'ailleurs. Donc merci beaucoup. Oui, peut-être un mot, sur vos projets en cours et sur, peut-être des projets à venir si c'est pas confidentiel, Écoutez, alors là, mon prochain oui. film est un film pour Arte, n'oserais pas dire ésotérique, mais c'est un film qui semble être très ésotérique, non pas érotique. Peut-être la prochaine fois, mais là, il est plus ésotérique qu'érotique. C'est un film sur un procès stalinien des années 50 en Tchécoslovaquie, en l'occurrence le procès Slansky, qui pour, certains qui s'en souviennent, a été vraiment à la base, par exemple, d'un film comme, celui que voilà, de Costa Gavras, L'Aveu. Mais c'est un film encore une fois, bon, un tas d'archives ont été retrouvées extrêmement récemment qui documentent, ce procès. Mais là, encore une fois, pour moi, ce dont il s'agit, c'est évidemment de rappeler, les conditions et le contexte historique de ce procès, mais c'est vraiment aussi, j'espère, une réflexion sur la question du mensonge, de la manière dont le mensonge, dont la vérité, la question de la vérité et donc du mensonge, altère pas simplement l'espace public, mais altère aussi évidemment, subvertit finalement l'espace intime. Et encore une fois, j'espère que c'est un film, qu'on ne prendra pas complètement littéralement et où on tressera des ponts avec des malheureusement, des données extrêmement contemporaines. Donc voilà, c'est un film qui s'appelle Le procès, Prague 52. Voilà. Qu'on ne manquera probablement pas d'intégrer à Educarté, dès qu'il sera, diffusé, à l'antenne. Écoutez, Ruth, je vous remercie grandement pour cet entretien, pour, votre disponibilité, pour, d'avoir pris le temps donc de répondre aux questions des enseignants. On est, donc,
dans notre lancée sur ces masterclass. On espère qu'elles vont se développer et qu'on pourra donc se rompre à l'exercice davantage dans les prochains mois. Je propose maintenant, peut-être pour conclure, que ma collègue Stéphanie Scanvic vous explique, donc vous enseignant, et puis Ruth aussi, ça peut donc vous intéresser, comment elle a découpé un peu le film, justement, et où est-ce que vous pouvez retrouver justement ces extraits qui vont vous aider, enfin, donc on espère qu'ils vont vous aider à pouvoir créer vos séquences pédagogiques et donc utiliser le film dans un contexte d'enseignement. Donc je vais laisser, donc on a juste un mot. Merci à Educarté d'avoir organisé cette rencontre. Merci à Ruth Zilberman pour le temps que vous y avez consacré. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si Ruth, vous avez un mot de la fin ou si je vais pouvoir donc mettre bientôt Stéphanie comme animatrice. Ah non, mais je vous en prie. Ok, très bien. Alors, en tout cas, s'il y a d'autres questions, on pourra rester quelques minutes et je vous remettrai. Alors, je vais ouvrir le micro de Stéphanie et voir si on peut la voir. Est-ce que tu... Ah bah voilà, parfait. On peut être 3. C'est parfait. Bonjour à tous. Bonjour à Ruth. Bonjour. D'avoir l'impression de discuter avec vous, en tout cas. Très brièvement, en fait, et très modestement, j'ai un peu découpé votre film, si toutefois on peut dire les choses de manière aussi cavalière, mais de manière à pouvoir proposer des extraits qui permettent aux enseignants de rentrer dans cette matière très riche avec beaucoup de protagonistes, mais quand même des personnages principaux qui reviennent régulièrement et dont on suit le chemin de la mémoire qui est recouvré et retrouvé. Donc ces extraits sont assez nombreux exceptionnellement sur ce programme parce qu'il le vaut bien d'une part, et aussi de manière à pouvoir justement suivre soit de manière linéaire avec un personnage, soit effectivement de pouvoir rentrer par petites séquences dans le film lors de différentes sessions en classe. Et je vous proposerai un petit document qui permettra de récapituler en fait tous les extraits qui sont disponibles et que vous pourrez retrouver par exemple en tapant le titre ou en cliquant sur le document en question qui vous permettra un accès direct à l'extrait concerné. Voilà. Et j'étais ravie de travailler sur cette matière très riche. C'est moi. C'est vraiment une dimension, je m'imaginais dans la peau d'une élève en classe à découvrir ce film et c'est un grand moment d'émotion. Merci beaucoup. Oui, et merci surtout parce que c'est... Voilà. Oui. Ouais, gros travail donc, de Stéphanie sur vraiment vous aider à vous approprier le film. Donc, je vous invite donc, à vous rendre sur Educarté. Les extraits sont dans l'onglet extrait vidéo. Donc, si vous tapez le titre du film et qu'ensuite vous allez voir l'onglet extrait vidéo, vous retrouverez donc les extraits. Je pense que vous les retrouverez aussi tout simplement en scrollant vers le bas quand vous êtes sur la fiche du film. Il se situe également sous le film. Et donc, on est impatiente d'avoir vos retours sur les usages que vous allez pouvoir en faire. Et on vous enverra également donc, le livret que Stéphanie a rédigé pour vraiment regrouper donc, un peu tous ces extraits. Comme ça, vous aurez un petit document récapitulatif dont on l'espère qui pourra vous aider. Il est donc pile poil 17h. On a passé donc 1 heure ensemble. On évite les visios à rallonge parce qu'on sait qu'en ce temps de confinement, c'est pas forcément très reposant pour l'esprit de rester donc très longtemps en visio. Mais on vous remercie donc beaucoup pour votre participation. Merci encore à vous, Ruth. C'est un plaisir. Hein. J'espère que j'ai pu être utile. Voilà. Voilà. Et on va juste, on reste en ligne juste quelques minutes si jamais il y a des dernières questions. Et sinon, n'hésitez pas à vous déconnecter et à reprendre contact avec Educarté si vous en avez le besoin. Je vous remets l'adresse dans le chat. L'adresse email donc d'Educarté si vous avez des questions ou des interrogations sur les usages de ce documentaire ou sur la plateforme de manière générale. Voilà. Très bon week-end, bonne fin de semaine et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.